Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Réforme des retraites, acte 1, scène 2, présentation du texte ce matin à 10h en Conseil des ministres. 3 jours après la démonstration de force des syndicats, le président Emmanuel Macron a joué l'ouverture hier soir. Je souhaite que le gouvernement, avec les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat, puisse travailler le texte et l'aménager. Emmanuel Macron hier soir, propos tenu lors de la conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur les 60 ans du traité de réconciliation entre les deux pays. Voilà, changement de ton, ouverture sur la forme, mais pas sur le fond du texte. L'exécutif ne reculera pas sur les 64 ans, ce n'est pas le seul point de crispation. D'ailleurs, il y a aussi la question de la durée de cotisation. Certains Français devront travailler plus longtemps, 44 ans au lieu de 43, Barthélémy Philippe. Et ça, même les Républicains n'en veulent pas. Oui, c'est l'un des angles morts de la réforme Borne. Les actifs qui ont commencé à travailler à l'âge de 20 ans sont exclus du dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Ils attendront 64 ans pour prendre leur retraite et ils cotiseront 44 années, c'est-à-dire un an de plus que la durée requise pour bénéficier d'une pension complète. Une inégalité de traitement que regrette Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. C'est quand même un problème parce que souvent, c'est des catégories qui sont pas forcément les plus modestes, mais on va dire une grosse partie de la classe moyenne qui se retrouvent contraints à devoir travailler plus longtemps que même des cadres qui seraient rentrés plus tard sur le marché du travail qui peuvent liquider plus tôt. Et donc dans un souci de justice, on peut se poser la question de dire c'est 43 ans ou 64 ans, c'est-à-dire pouvoir liquider avant 64 ans à partir du moment où vous avez 43 ans de cotisation et pas 44 ans. Et chez les Républicains, dont la majorité a besoin pour éviter un nouveau 49.3, plusieurs députés demandent à ce que les actifs qui ont commencé à 20 ans puissent prendre leur retraite dès qu'ils ont cotisé 43 années. Mais selon son entourage, la première ministre compte rester inflexible sur ce point. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les Républicains pourraient se faire tirer l'oreille à l'Assemblée. Le Rassemblement national promet une contre-réforme. Il faut sortir par le haut, a plaidé sur Europe 1 le président du RN. Invité du grand rendez-vous, Jordan Bardella défend l'idée d'un référendum. Autre point sensible de la réforme des retraites, la question de la pénibilité. Qui, quand et comment, à quel âge pourra-t-on partir si l'on s'estime incapable d'assumer un travail physique pénible? Le gouvernement promet de rendre obligatoire la visite médicale à partir de 61 ans. Apte ou pas, retraite anticipée ou non, ce sera à la médecine du travail d'établir le diagnostic. Impensable pour le docteur Jean-Michel Sterdignac, le secrétaire général du syndicat national des professionnels de santé au travail, est très remonté. Là, on se transforme en usurologue, c'est-à-dire qu'on nous demande de trier des gens. Imaginez que vous avez en face de vous une personne qui a 61 ans, qui est usée par le travail. Comment vous pouvez donner un avis défavorable pour qu'il reste en poste? Parce que ne pas donner un avis favorable, ça veut dire que vous estimez tout à fait légitime qu'un homme de 61 ans, qui a une carrière dure, qui est peut-être déjà usé, qu'il continue. On fait effectivement reposer sur nos épaules des décisions qui ont été prises à notre insu. Je pense qu'on est instrumentalisé dans des décisions politiques qui ont été prises sans même qu'on nous demande notre avis. C'est une sorte de truc que Mme Borne a lancé comme ça pour adoucir la dureté de sa réforme. Ce n'est pas tenable. Le docteur Jean-Michel Sterdignac, secrétaire général du SNPST, il répondait à Inès Zegloul. Du côté des syndicats maintenant, on maintient la pression en attendant la manifestation de mardi prochain, 31 janvier. Elisabeth Borne ne nous a pas entendus, estime le leader de la CGT Philippe Martinez, qui appelle à des grèves dans les raffineries et pendant les vacances scolaires de février. À la SNCF, le spectre de la grande grève de 1995 ressurgit. L'intersyndicale se prononcera demain sur un mouvement reconductible. Voilà, et puis dans le journal Les Échos ce matin, vous découvrirez les premiers éléments de la fameuse étude d'impact du projet de réforme. Je vous en reparle tout à l'heure avant 8h. 7h05 sur Europe 1. L'actualité, c'est aussi au Parti Socialiste. Le PS serait-il en train de vivre la pire crise de son histoire? À 4 jours du congrès prévu ce week-end à Marseille, le parti ne parvient toujours pas à se mettre en ordre de bataille. Olivier Faure revendique la victoire et donc le poste de secrétaire général après recomptage des bulletins. Résultat contesté par Nicolas Maillard-Rossignol qui dénonce un passage en force. L'affaire tourne au fiasco, Alexis de la Fontaine. Oui, officiellement, Olivier Faure est réélu avec 51% des voix après avoir recompté chaque bulletin pendant 3 jours. Mais Nicolas Maillard-Rossignol ne compte pas se laisser faire et estime avoir remporté ce scrutin. Je n'accepterai jamais que la démocratie ne soit pas respectée. Je ne transigerai jamais sur ces principes-là. Et je dénonce des pratiques frauduleuses qui existent dans le Parti socialiste depuis trop longtemps. Et le résultat des courses, c'est qu'on n'a toujours pas de résultat incontestable.
Concrètement, le maire de Rouen dénonce des bulletins sans enveloppe, des urnes remplies avant l'ouverture du vote ou encore des urnes remplacées au dernier moment. Face à de telles accusations, Olivier Faure reproche à son opposant de renier la réalité du vote. Enfin, Nicolas Maillot-Rossignol menace de porter l'affaire en justice si le premier secrétaire reste campé sur ses positions. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 2 enquêtes ouvertes à Paris après la mort d'un homme tué par des policiers hier soir dans le quartier République. La victime se serait montrée menaçante envers les forces de l'ordre qui ont riposté. Et puis la guerre en Ukraine, les Européens toujours divisés sur l'envoi de chars lourds sur le théâtre des opérations. Le sujet a été abordé hier à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron n'exclut pas la livraison de chars Leclerc, mais il faudra une réponse coordonnée des alliés, explique le chef de l'État. Le chancelier Olaf Scholz dit à peu près la même chose pour céder au par 2. Voilà, sachant que, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, a dit hier soir sur LCI que Berlin ne s'opposerait pas à la volonté des Polonais de fournir leurs propres chars Léopard 2, affaire à suivre. Donc pendant ce temps-là, les livraisons de munitions et de matériel continuent. On est allé sur la base de Mont-de-Marsan, où l'on forme les Ukrainiens au maniement du canon César. La France en a livré 18. Le Danemark confirme l'envoi de 19 canons César, une pièce qui nécessite un équipage bien entraîné. Des soldats ukrainiens sont venus en France pour se préparer à leur utilisation. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter, a rencontré les instructeurs français. Reportage. Le capitaine Mathieu est instructeur à l'école d'artillerie. Il a formé à 2 reprises des militaires ukrainiens, notamment au maniement du fameux canon César. Il a été frappé par la vitesse à laquelle ils ont su s'adapter. Ils ont une très bonne connaissance de l'artillerie fondamentale. Donc une fois que le gap technologique est rattrapé, ils ont été tout à fait en mesure de remplir la mission. Et je crois que ça se passe très bien pour eux actuellement. La capitaine Marine, elle appartient au 1er régiment d'artillerie de Belfort. Elle a accueilli une trentaine d'Ukrainiens pour leur enseigner le maniement de 2 lance-roquettes unitaires, des chars d'artillerie à grande portée et d'une grande précision. Elle a été impressionnée par leur soif d'apprendre. Ils étaient au front peu de temps avant d'arriver. Des questions multiples. Ils voulaient tout connaître. Ils ont appris à conduire en 2 semaines. Ils ont appris à tirer en 2 semaines. Le but, c'était de gagner leur guerre. C'était impressionnant. Ils sont repartis avec le sourire. On leur a donné du matériel qui est compétent, qui va leur permettre de détruire des pièces d'artillerie adverses ou des radars adverses et donc de gagner quelques batailles. Et des vidéos des 2 chars LRU prêtés à l'armée ukrainienne lui parviennent encore régulièrement. Ces artilleurs français qui espèrent aussi à terme bénéficier du retour d'expérience de ce matériel sur le terrain. Reportage sur la base militaire de Mont-de-Marsan, Benjamin Péter. Et puis c'est l'information de la nuit à la page des sports. Tennis, énorme déception pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie. La Française éliminée dès les 8e de finale par la Polonaise Magdalinette. Christophe Taureau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Australie. La 4e joueuse mondiale était pourtant l'une des favorites du tournoi. Oui, on peut vraiment parler d'un petit coup d'arrêt pour Caroline Garcia, battue 6-4, 7-5 par la Polonaise Magdalinette, 45e mondiale, qui va donc disputer son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Tout avait pourtant bien commencé pour Caroline Garcia. La numéro 1 française a mené 3-0 double break avant d'être rattrapée par ses émotions et surtout sa frustration. L'ascension de Caroline Garcia à la 4e place mondiale la saison passée avec son titre au Masters avait fait de la Lyonnaise une favorite pour ce tournoi, une position nouvelle que Caroline Garcia a eu du mal à gérer. C'est d'ailleurs ce qu'elle a reconnu avec beaucoup de franchise. Mes propres attentes sont assez hautes et des fois peut-être que c'est là aussi que moi je me tire une balle dans le pied déjà. Donc c'est là qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne balance par rapport à ce que j'ai envie de produire sur le court et comment je peux le mettre en place. Avec la fin des 8e de finale, ce lundi, on connaît désormais donc la composition des quarts de finale du tableau féminin de cet Open d'Australie. Rybakina Ostapenko, Pegula Azarenka, Pliskova Linette, Sabalenka Betic et donc pas de Caroline Garcia. Christophe Taureau, correspondant d'Europe 1 en Australie. Allez, un mot de foot, la fin des 16e de finale de la Coupe de France. Pays de Cassel, PSG ce soir. Un spectacle garanti au Stade Bollaert. Combien de divisions d'écart? Oh là là. 6, c'est énorme. À 20h45 à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport. Ouais, et puis reportage à Lens tout à l'heure sur le coup de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, restez avec nous. Le boulanger niçois Frédéric Roy est dans le studio d'Europe 1. Il appelle toute la profession à descendre dans la rue aujourd'hui contre la hausse des factures d'énergie. À tout de suite.